Le titre, c'est tout point allaitement maternel, point. Donc, Madame Razatoki est pédiatre et elle va vous parler de l'allaitement maternel. Et je voudrais, avant de lui donner la parole, et elle insistera sûrement mieux que moi, vous savez que cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'allaitement qui a débuté, qui a débuté le 1er au 7 ou 8. Et dans le cadre de cette semaine mondiale, il y a plein de manifestations organisées par les différents intervenants. Avec la DSSP, nous avons souhaité, et ça a été transmis aux différentes sociétés savantes pour qu'elles programment au moins une séance, c'est le cas. Je ne vais pas anticiper ce que va dire Raoula, mais je vous rappelle l'importance de l'allaitement maternel. Et hier, à titre personnel, j'avais fait un post Facebook et une collègue, une amie médecin, m'avait dit c'est pas médecin, hein, c'est pas évident en travail. J'ai rigolé, je lui ai dit écoute, même si tu travailles, il y a des moyens pour que tu allaites, au moins pour que tu donnes ton lait à ta fille. Il y a beaucoup de techniques et de modes de conservation. Donc vous voyez très bien que rien qu'avec cette remarque, et on a rigolé parce que c'est une fille que j'adore. Le prime abord, c'est de dire je travaille. Non, madame, mesdames, vous travaillez, vous êtes de garde, mais vous pouvez continuer à donner votre lait à vos enfants. Et je pense qu'elle va un peu broder sur ça. J'interviendrai par la suite, parce que tu sais très bien que c'est quelque chose que je défends. À vous la parole. Merci. Merci, merci. Bon, là, je parle au nom de l'UNICEF. Donc, je remercie donc à la place de l'UNICEF les organisateurs, la Société tunisienne de gynéco-obstétrique, de nous avoir offert cette opportunité de parler de l'allaitement. Comme l'a dit professeur Douage, un sujet très, très, très important, mais qui malheureusement ne prend pas assez de place auprès même justement des soignants. Donc, le cadre dans lequel je vais parler de ça, donc, puisqu'on m'a demandé de parler de l'allaitement dans un congrès de gynéco-obstétrique, j'ai dit je dois focaliser et ne pas parler de façon vague. Et j'ai intitulé mon intervention « Soutenir l'allaitement dans la durée. Quelle est la place du gynéco-obstétricien ?» Parce que chacun a une tâche à réaliser. Et là, je reprends le cadre de ce thème-là. Donc, comme l'a dit le professeur Dorage, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. Bon, chaque pays la célèbre dans la période qu'il a choisie. Et donc, l'UNICEF travaille en ce moment, depuis quelques années. Doriane, qui est là, elle représente l'UNICEF. Elle peut nous donner d'amples détails. Donc, le programme s'intitule « La parentalité positive ». C'est quoi ce programme de parentalité positive? Donc, pour le comprendre, il faut se rappeler que le développement de l'enfant ne se compose pas uniquement d'un développement physique, le nourrir, le soigner, etc. Donc, c'est un développement holistique qui se compose de 4 domaines. Donc, on a le développement physique, sa croissance, etc., son état de santé. Donc, le développement socio-émotionnel, il fait partie aussi de son développement, le développement du langage et des compétences en communication et le développement cognitif. Donc, les travaux ont montré que pas mal d'enfants dans les pays surtout sous-développés n'atteignent pas leur plein potentiel de développement parce qu'il manque un de ces éléments-là. Il n'a pas bénéficié, il n'a pas eu les soins nécessaires dans l'un de ces 4 domaines. Donc, c'est ça. Et le programme de parentalité positive vient soutenir les prestataires de soins. Les prestataires de soins sont les parents qui peuvent être le père, la mère, les parents, celle qui le prend en charge dans la crèche, etc. Donc, tout ce personnel-là, y compris les parents qui prennent en charge l'enfant pendant un moment de sa vie, sont des prestataires de soins. Et le programme vient les soutenir pour leur donner des compétences afin de pouvoir offrir à l'enfant des soins qui englobent ces 4 domaines. Donc, c'est un développement holistique à travers ce programme-là. J'ajoute que ce programme comporte 3 axes. Un axe CCD,
donc for Child Development, c'est-à-dire les soins destinés aux professionnels, les professionnels qui peuvent être de la santé dans tous les domaines qui prennent en charge un enfant, l'éducation, etc. Donc, on leur donne des outils afin de pouvoir voir cette prise en charge, est-ce qu'elle est concordante et aider les parents dans ce domaine-là. Il y a la deuxième composante qui est le FMD, Family Make the Difference, c'est-à-dire qu'on donne les compétences aux parents directement à la communauté afin de pouvoir prendre en charge et les aider à changer de comportement pour atteindre ce développement holistique et harmonieux. Et bien sûr, dans tout programme, il faut qu'il y ait une communication. Le troisième axe, c'est le C4D, Communication for Development, c'est-à-dire il faut outiller les gens, les intervenants pour diffuser les messages, pour aider à donc, le passage de ces informations-là. C'est ça le cadre dans lequel on travaille la parentalité positive. Et là, je donc, reviens à l'allaitement et je tombe sur un article qui a été publié dans le journal Le Monde le 27 février 2021 où ils mettent l'affiche utilisée par l'UNICEF sur la promotion de l'allaitement, donc où on voit Habib Al-Ghribi soutenu par son mari en train d'allaiter pour aider la communauté au changement. Donc, et ce que dit cet article-là, des initiatives tentent d'inciter les Tunisiennes à mettre davantage leurs bébés au sein, alors que cette pratique demeure très rare dans le pays. Donc, c'est triste de se retrouver comme ça. Et donc, c'est vrai que l'étude de 2018 montre que seulement 13,5% des nourrissons bénéficient d'un allaitement exclusif durant les 6 mois et moins du tiers des nouveau-nés bénéficient d'un allaitement dans l'heure qui suit. Et là, je reviens aux définitions. Donc, l'OMS recommande un allaitement exclusif pendant 6 mois et un allaitement partiel jusqu'à 2 ans ou même davantage. On peut aller jusqu'à au-delà parce que toujours le lait maternel apporte ses bénéfices à l'enfant. Donc, à travers une étude de la revue de la littérature, je vais vous présenter quelques données. Malheureusement, presque toutes ne sont pas tunisiennes, elles sont, mais déjà, même si elles datent de 1999 et 2000 et choses, donc on est toujours très très loin par rapport à ces données-là. Donc, quelle est la place? Parfois, on peut se dire, ce sont les femmes qui choisissent de ne pas allaiter. Et donc, dans une étude, on a essayé de voir si la décision de nourrir son enfant au sein ou au biberon et donc qui va prendre cette décision-là et la durée de l'allaitement. Donc, différents facteurs interviennent dans ces décisions-là, mais justement, la difficulté que pose l'allaitement, y compris le manque d'informations et d'appui, c'est plutôt celle-là qui détermine le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter, beaucoup moins que le choix de la femme. En fait, peu de femmes choisissent de ne pas allaiter. Ce sont les difficultés liées à l'allaitement qui aboutissent à cet arrêt ou l'allaitement qui n'est pas complet. Donc, les facteurs influents sur la durée de l'allaitement, donc d'abord, le maintien de l'allaitement dans la durée, on ne peut pas négocier, c'est la santé à la fois de l'enfant, mais aussi de santé et bien-être de l'enfant et aussi de sa mère. Et plusieurs facteurs interviennent et influencent la durée de l'allaitement. Donc, si je vois les facteurs liés à la mère, donc ça peut être les conditions socio-économiques, culturelles, etc. Et d'autres facteurs influencent aussi les facteurs liés à la mère, les facteurs liés à l'accouchement, prématurité, etc., facteurs liés au nouveau-né, facteurs liés à l'entourage, le soutien. Le soutien, il est capital,
le soutien de la famille et aussi du partenaire qu'on oublie toujours. Et il y a des facteurs liés à la politique de santé, donc les congés de maternité, etc. Mais là, je vais insister plutôt sur les facteurs liés au système de santé, là où on peut agir. On n'a pas besoin de politique pour cela, de volonté des médecins. Donc, les facteurs, cette étude-là va nous montrer des données importantes. La majorité des mères, à travers cette étude-là, les mères ne reçoivent pas les informations au sujet de l'allaitement à la première fois du système de santé. C'est-à-dire qu'une maman qui veut allaiter, qui veut avoir des informations sur l'allaitement, sa source d'information n'est pas le système de santé. Elle apprend ailleurs, malheureusement. Donc, c'est pour amener à comparer la place du système de santé dans le choix de l'allaitement. Et quand les femmes ont un problème d'allaitement, toujours, leur premier recours n'est pas le système de santé. Elles voient ailleurs. Donc déjà, le système de santé n'est pas très présent. Donc en conclusion, le système de santé, le soutien du système de santé aux femmes qui allaitent pendant le séjour à l'hôpital et au début de la période suivant la sortie est un facteur important pour la réussite de l'allaitement. Donc, les hôpitaux doivent surveiller de près la qualité et la quantité réelle des soins fournis par le personnel. Justement, je parle de qualité et de quantité parce que d'emblée, je dois parler de la formation du personnel. N'importe qui ne va pas véhiculer n'importe quelle information, je ne sais pas d'où il a pris ça, et ce n'est pas un avis personnel à donner aux autres, c'est des données scientifiques. C'est une spécialité, donc à part, les connaissances relatives à l'allaitement doivent être bien maîtrisées par celui qui va les donner à la femme. D'autres études ont montré que pour la moindre difficulté rencontrée par la mère pendant l'allaitement, donc tout de suite, on prescrit des médicaments pour arrêter l'allaitement, sans essayer de voir, de corriger quel est le problème, etc. Donc, on donne vite fait des médicaments pour arrêter l'allaitement. Et vite fait, on conseille aux mamans de donner des compléments nutritionnels. Ou encore, ça c'est très classique, on donne du glucose aux nourrissons, aux nouveau-nés, sans avoir informé la maman de ces pratiques-là, qui sont toutes défavorables à la pratique de l'allaitement. Donc, la question qui se pose, donc, quelles sont les pratiques qui peuvent soutenir les mamans pour l'allaitement? Donc, sur ce tableau-là, j'ai mis donc, les pratiques, associations de pratiques positives et associations négatives de pratiques qu'on voit dans nos hôpitaux. Donc, les associations positives, la mise au sein précoce. La mise au sein précoce se définit par l'OMS comme étant la mise au sein dans la demi-heure qui suit la naissance et au plus tard, l'heure qui suit la naissance. Il ne faut pas dépasser. Donc, plus on dépasse, plus l'allaitement devient difficile, et notamment dans la pérennité, la durée de l'allaitement. L'allaitement fréquent et à la demande, parce qu'on conseille, je ne sais pas pourquoi, de donner à des heures fixes, donner toutes les, je ne sais pas, demi-heures, etc. Or, la quantité prise par le nouveau-né ou le nourrisson, on ne peut pas l'évaluer exactement, donc il faut donner le sein à la demande, sans contrainte, donc, pour produire davantage de lait. Le soutien des professionnels de santé formés. Donc, le soutien des professionnels de santé formés va aider à la pratique de l'allaitement par les mamans. Et l'initiative Hôpital Ami des bébés, j'en parlerai tout à l'heure un peu plus longuement. Les associations négatives, bien sûr, la mise au sein différée, le repos dont on parle
de la maman, laisse-la se reposer, surtout dans le secteur privé. On sépare l'enfant de la mère, on leur donne, donc cette séparation va augmenter le risque du cri du bébé, et donc on va lui donner autre chose que le sein. Donc la mise au sein différée, l'allaitement à horaire fixe et l'utilisation d'une tétine ou d'une sucette, qui est un inconvénient majeur pour l'allaitement au sein. Pourquoi? Parce que le mécanisme de tétée, de prise du sein sont complètement différents avec la tétine, et le nourrisson va opter plutôt pour les tétines par la suite. La distribution d'échantillons de préparation commerciale pour nourrissons à la maternité, et on a vu ça aussi. Donc, ça va donner des idées aux mamans, aux consommatrices. La méconnaissance et le manque de soutien des professionnels, c'est vrai, il y a des questions, il y a des mamans qui demandent de l'aide, qui posent des questions, mais le personnel qui n'est pas outillé pour répondre, donc les mamans ne trouvent pas de soutien. Les recommandations de compléments, et ce matin, Amélie de l'UNICEF m'a donné juste un pourcentage. La dernière enquête CAP réalisée en Tunisie en 2020 a montré que 38% des professionnels tunisiens encouragent les mamans à donner des préparations commerciales pour nourrissons. Donc, ils ne le prescrivent pas, mais ils leur suggèrent, ils leur conseillent de donner donc pour voir la part des professionnels de santé dans la réussite ou l'échec de l'allaitement. Et là, on va voir les connaissances des praticiens. Donc, dans cette étude-là, montre que 51% des médecins ont reconnu n'avoir reçu aucune formation ou une formation limitée sur l'allaitement. 9% seulement déclarent avoir reçu une formation adéquate, et seulement 54% conseillent aux mamans de ne pas donner, les mamans qui ont décidé de donner le biberon, donc interviennent pour conseiller donc l'allaitement. Le manque d'encouragement individualisé de la part des médecins dans la période qui suit directement la sortie de l'hôpital. Les mamans n'ont pas besoin tellement d'informations générales, l'allaitement est bon, etc., mais de les soutenir dans leur cas personnel et les conseiller et trouver des solutions avec elles sur le vécu de ces mamans-là. Et donc, il n'y a pas de ce soutien-là. Un soutien qui n'est pas toujours positif, étant donné les conséquences. Bon, il parle de connaissances obsolètes dans ce travail-là des professionnels de santé par rapport à l'allaitement. Dans une étude, 83% des gynécologues n'avaient jamais abordé le thème de l'allaitement en préventif, c'est-à-dire pendant la grossesse, et 81% n'ont jamais examiné les seins des femmes pour les réconforter, voir parce que c'est là que commence le soutien à la femme en prénatal. Toujours pour les pratiques et les connaissances des médecins, les cliniciens obstétriciens manquent de confiance en leurs compétences. Justement, des fois, les gens n'interviennent pas parce qu'ils ne sont pas assez outillés pour parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, etc. Le manque de temps est invoqué par 67% des obstétriciens, 48% des pédiatres. Ils n'ont pas le temps de parler de ça. Les recommandations d'une supplémentation par les soignants pour raison de faible prise de poids, etc. Donc, tout ça n'aide pas la pratique de l'allaitement. Donc, la recommandation est de former le personnel des maternités en matière d'allaitement. Et cette formation, elle doit être renforcée et régulièrement évaluée. C'est vrai parce qu'on oublie, d'autant plus que ce n'est pas très, très bien pratiqué. Il n'y a pas que ça, ils n'ont pas que cette tâche. Et il faut donc réévaluer, etc. Et là, on propose le cursus élaboré par l'OMS et l'UNICEF. Dans ce travail, on recommande ces documents-là qui sont importants pour enseigner, pour former le personnel de santé. L'initiative Hôpitaux Amis des bébés, lancée par l'OMS et l'UNICEF, donc elle a été lancée
Là, c'est un travail suisse, a été fait sur toute la Suisse. Et la Suisse a pris a appliqué, a lancé l'initiative Hôpitaux Amis des bébés en 1993 pour promouvoir l'allaitement dans tout le pays. Et donc, cette étude-là a essayé de voir quel est l'apport de cet outil dans la promotion de l'allaitement, dans la durée. Ils ont travaillé sur 45 hôpitaux labellisés déjà, labellisés hôpitaux amis des bébés. 31 hôpitaux sont en cours d'évaluation et 69 sont des hôpitaux ordinaires qui n'appliquent pas cette initiative. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des résultats? Pour la durée de tout type d'allaitement, c'est-à-dire toute femme qui allaite, point. Cette durée était en 1994 de 22 semaines et en 2003, 10 ans après le lancement de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés, 31 semaines. Donc il y a une amélioration. La durée médiane de l'allaitement complet, c'est celui où le sévrage n'est pas forcé. C'est un sévrage souple, c'est-à-dire que le bébé arrête de prendre le sein. Donc, il était en 94 de 15 semaines pour aller à 17 semaines en 2003. Pour l'allaitement exclusif, les enfants qui sont nés dans des hôpitaux amis des bébés, il était à 42% contre 34% pour les nourrissons nés en dehors de ces hôpitaux-là. La durée médiane de tout allaitement, là, ils ont considéré les hôpitaux qui appliquent de façon rigoureuse, parce que cette initiative comporte 10 conditions, les 10 conditions d'un hôpital ami des bébés, et il y a des hôpitaux qui les appliquent plus ou moins. Donc, quand l'application de ces 10 conditions est rigoureuse, on aboutit à un résultat nettement meilleur. Donc, pour la durée médiane de tout allaitement, elle est au niveau des hôpitaux qui appliquent bien les directives 35 semaines contre 29 semaines pour les autres hôpitaux. La pratique de l'allaitement complet est de 20 semaines pour les hôpitaux amis des bébés contre 17 semaines pour les autres hôpitaux. Et l'allaitement exclusif était de 12 semaines contre 6 semaines. Les pratiques dans les hôpitaux, donc il y a des pratiques positives, il y a des pratiques négatives. Les enfants allaités exclusivement à l'hôpital ont montré une durée médiane de l'allaitement exclusif complet ou de tout autre type d'allaitement était considérablement plus longue, cette durée de l'allaitement. Donc, les enfants qui ont reçu n'importe quel type de liquide à l'hôpital ont montré une durée de l'allaitement beaucoup plus courte. Donc, à part le fait de donner des aliments autres que le lait maternel à l'enfant, il y a la cohabitation complète, c'est-à-dire de mettre le bébé dans la même chambre que sa maman pour faciliter l'allaitement à la demande, notamment la première tétée dans l'heure qui suit et l'allaitement à la demande sans contrainte de temps et la non-utilisation de tétine. Donc, ces pratiques-là, à l'hôpital, ont donné leur impact sur la durée de l'allaitement. En conclusion, les auteurs concluent que l'augmentation générale de l'allaitement en Suisse de 1994 à 2003 revient en grande partie à ce lancement de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés. Voilà, il y a là les différents types de soutien. Il y a le soutien direct avec la femme ou même par téléphone, mais c'est un soutien personnalisé du cas par cas. Et on a constaté qu'il donne de bons résultats sur la longue durée de l'allaitement. Et il y a des séances d'information structurées. Ce sont des informations qu'on donne comme ça, individuelles ou de groupe, et qui impactent c'est juste l'initiation à donner le sein
ou bien la courte durée, mais pas la longue durée. Il y a la distribution de brochures et il semble que ça n'a pas donné de résultat, la distribution de brochures. Et il y a donc le fait de donner la combinaison de ces moyens-là. Donc, dans cette étude, il montre que l'intervention reposant sur des conseillers pairs ou des visites de suivi par les infirmières à domicile ou à l'hôpital, donc ils ont comparé cette intervention-là, ce soutien-là, avec le soutien donné par des médecins durant les visites de routine. Et l'impact du soutien accordé par les médecins était plus important. Bien sûr, parce que j'ai vu des gens qui recommandent, non, on va conseiller l'allaitement à la maman juste au 9e mois, etc. Mais qui vous dit qu'elle va d'abord revenir au 9e mois? Dès le premier contact avec la maman, il faut la préparer à l'allaitement et lui donner aussi bien les informations nécessaires à sa pratique, etc., les mécanismes, pour qu'elle puisse décider par la suite de son choix. Là, je vais parler du partenaire, l'intervention du partenaire. Pourquoi? Parce que, entre autres, dans le programme de parentalité positive, le rôle du papa qui a toujours été négligé, minimisé ou même inexistant, la place du père est capitale pour le développement de son enfant et, entre autres, pour le soutien de la femme, pour l'allaitement. Donc, ce travail-là a réparti deux groupes de femmes. Le groupe d'intervention, pour le groupe d'intervention, donc les papas ont été formés sur la gestion de l'allaitement, les difficultés, etc. Et l'autre groupe contrôle, donc ils n'ont pas bénéficié d'une formation. Et vous voyez les résultats. La prévalence de l'allaitement exclusif à 6 mois, donc dans le groupe d'intervention, était de 25%, contre 15% dans le groupe témoin contrôle. La prévalence de l'allaitement à 12 mois était de 19% dans le groupe où les partenaires étaient formés, contre 11% pour l'autre groupe. La perception d'une insuffisance de lait, ça c'est très important cette notion-là. La maman vous dit je n'allaite pas parce que j'ai pas assez de lait. C'est une perception, j'ai pas assez de lait. Donc cette perception-là était de 8,6% dans le groupe où les papas étaient formés, contre 27% dans l'autre groupe. L'interruption de l'allaitement suite à des problèmes d'allaitement était de 4% dans le groupe de papas formés, contre 18%. Les femmes ayant rapporté avoir reçu le soutien, c'est la perception du soutien par la maman là. On évalue sa perception, il la soutient ou pas, il ne suffit pas de le former. Et on l'a formé, mais la maman ressent ce soutien-là. Donc, 91% ont ressenti ce soutien de la part du père. Et là, c'est la prévalence de l'allaitement exclusif à 6 mois parmi les mères ayant eu des problèmes d'allaitement. Donc, parmi les femmes qui ont eu dans les deux groupes des problèmes d'allaitement, quelles sont les mamans qui ont réussi à pratiquer l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois? C'était de 24% dans le groupe de papas formés, contre 4,5% dans l'autre groupe. Et même les auteurs concluent à l'ajout d'une 11e condition hôpitaux amis des bébés. Ils ajoutent la participation et la formation du père comme 11e condition pour le succès de l'allaitement, à part les 10 conditions de hôpitaux amis des bébés. Et cette notion-là de participation du partenaire a un soutien physiologique. Donc, pour les mécanismes de l'allaitement d'une manière générale, il y a certainement des hormones. Donc, pour produire le lait, on a besoin de la prolactine. Et c'est pour ça qu'on parle de nombre et de fréquence de la tétée. C'est plus l'enfant tète, plus la stimulation arrive pour produire davantage de prolactine et donc de produire davantage de lait. L'autre hormone dont on a besoin, c'est l'ocytocine, et c'est elle qui va permettre l'éjection du lait. Elle peut produire la dame du lait,
mais il n'est pas évidemment pris par le bébé. Donc l'éjection du lait a besoin de l'intervention de l'ocytocine. Et il y a des facteurs favorables au réflexe ocytocique et des facteurs défavorables au réflexe ocytocique. Donc tout ce qui est inquiétude, angoisse, douleur, etc., c'est contre le mécanisme de l'ocytocine. Au contraire, les facteurs favorables, on parle d'ailleurs de l'hormone de l'amour, etc., pour l'ocytocine. Donc, et la présence du papa va favoriser donc cette production d'ocytocine et aider la mère. Je reviens à l'initiative Hôpitaux Amis des bébés pour rappeler que de 2014 à 2016, il y a eu un projet de renforcement de l'allaitement dans la région nord-ouest de la Tunisie, qui a été, où ont travaillé donc, la Société tunisienne de néonatologie avec le partenariat de l'UNICEF, de la DSSB et du ministère de la Santé. Et il y a eu ce manuel-là, le guide de l'initiative. On n'a pas parlé de hôpitaux amis des bébés, on s'est dit maternité amis des nouveau-nés. Donc, si on fait déjà ce premier pas, c'est déjà gagné. Donc, cette initiative Amis des nouveau-nés, bien sûr, elle a été adaptée aux conditions tunisiennes. On ne va pas retrouver les 10 conditions des hôpitaux Amis des bébés, ce qu'on peut réaliser au niveau en Tunisie. Et donc, ça, on a ce document-là. Pour ceux, là, j'invite les chefs de service qui veulent s'intégrer à cette initiative-là. Donc, en conclusion, la situation de la Tunisie en matière d'allaitement est moins bonne qu'ailleurs dans le monde. Ça, on le sait, et tout le monde le sait. Mais si on voit l'exemple de la Suède, donc on compare leurs données de 1973 et de 2006. Donc, la prévalence de l'allaitement à 2 mois en 1973 était de 30%. Je n'ai pas trouvé ce même indicateur pour 2006. Mais la prévalence de l'allaitement à 6 mois était de 6% en 1973 contre 72% en 2006. Pourquoi? Il faut se rappeler qu'en Suède, 100% des hôpitaux sont amis des bébés. Donc, il suffit, il y a plusieurs composantes, plusieurs interventions, mais déjà, si on focalise sur la formation du personnel, l'information des familles, etc., donc on peut beaucoup avancer sur la promotion de l'allaitement en Tunisie. Et je vous remercie. Merci, docteur Turki, de cette revue des pratiques de l'allaitement et surtout le côté social. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un dans la salle qui veut intervenir. Parce que vous savez très bien que le chiffre de 13% en plus qu'on retrouve maintenant, j'ai peur que dans la prochaine enquête, je le trouve plus bas, malheureusement. La tendance est peut-être vers le bas et on ne prend pas conscience de l'importance de l'allaitement maternel. Parmi ceux que vous avez proposés, je pense qu'il faut arrêter, en tout cas pour notre milieu, de focaliser sur les hôpitaux amis de bébés, parce que malheureusement, c'est de l'impossible. Donc c'est vrai qu'il faut... c'est de l'impossible. Hein. Je sais que l'équipe de l'UNICEF est là, mais c'est de l'impossible, malgré toutes les bonnes volontés. Tu sais très bien mais qu'il faut réfléchir sur beaucoup d'autres moyens. C'est bien de continuer à le faire, mais il y a d'autres pistes qu'il faudrait faire. Vous avez bien dit que l'allaitement maternel, c'est pas à la naissance, c'est avant. Et donc, d'où le rôle de nos amis gynécologues, de nos amis sages-femmes. Et parmi les pistes, peut-être pour lesquelles j'ai appelé, mais je ne suis pas arrivé avec nos amis gynécologues, c'est que, vu la charge de leur travail, ils ont parfaitement raison, il faut dédier...
لا لا انا مع زوز je suis avec les deux, je suis avec la réalité. Non, mais pour dire que honnêtement, il y avait un statut que j'avais souhaité, c'est des sages-femmes avec un cursus bien déterminé, une fonction bien déterminée. C'est ce qui se passe au Canada, c'est ce qu'ils ont fait au Canada, où il y a une sage-femme qui est on sait très bien, le gynécologue, il fait son accouchement, il a plein de problèmes, le pauvre, surtout dans les hôpitaux. Le néonat ou le pédiatre, ils sont insuffisamment dans l'action, et on se fait partie peut-être. Mais si on dédie sur le pôle, on crée une qualification supérieure, une femme qui ne fera que ça, une sage-femme qui ne fera que ça dès la naissance, dans la première heure, et qui sera répétitif, je pense qu'à ce moment-là, déjà, on pourra déjà gagner énormément, parce que, comme tu as dit, c'est le premier moment qui est important. La deuxième chose, pour améliorer l'allaitement, je ne vais pas accaparer la parole, il y a la semaine prochaine. Michel, non, mais je suis un peu, tu sais très bien que parfois je titille, même si c'est pas le fond de ma pensée. Tu me connais très bien sur ma façon de titiller un peu. La deuxième, et j'ai perdu un peu le fil de mes idées, vous voyez. Mais bon, vous avez parlé d'une spécialité à part pour les sages-femmes. Et la deuxième, et c'est ce que en tant que dans notre vie, président de la société, puisque j'ai passé la main, mais on continue à travailler sur ça, c'est de modifier la législation tunisienne sur l'allaitement, sur tout ce qui entoure l'allaitement. Tant qu'on n'aura pas pénalisé ceux qui doivent être pénalisés. Ils vont continuer à sévir, à travers les jeunes résidents, les jeunes médecins, et ça, c'est un gros problème. Mettre à la disposition ou à la vue de la femme, surtout la primipare, le lait dès le départ, et c'est une facilité. Une anecdote, je ne fais pas de privé, mais je fais du privé pour ma famille. Donc, je me suis déplacé pour une nièce. J'ai examiné j'étais en salle de travail et tout. Je suis parti travailler, je suis revenu. Quand je suis revenu dans une clinique, j'ai trouvé la boîte de lait déjà bien installée. Et la sage-femme qui était jeune ne me connaissait pas, ne m'a pas reconnu. Donc, je lui ai dit, mais qui a mis ça ici? Elle m'a dit, mais c'est le médecin, il est passé, le pédiatre. Je lui ai dit, bizarre, c'est moi le pédiatre. Pour montrer que c'est à la limite même plus une prescription médicale, c'est une attitude. La troisième chose que je voudrais dire, et c'est pour lancer les sujets, une autre chose sur laquelle je ne suis pas d'accord personnellement, c'est de prolonger le congé de maternité. Je pense que vous, les femmes, vous entendez parler souvent de ça. Je ne suis personnellement pas d'accord. Il y a eu une il y a une réunion, au diplomate avec des experts. C'était la conclusion. Après, quand on fait des réunions avec les experts et qu'on décide quelque chose et que par la suite ça sort, je ne sais pas où, je vous explique pourquoi. Pourquoi le taux d'allaitement? Qu'est-ce qui va gagner de passer à 3 mois? Vous savez que les milieux défavorisés, la femme qui travaille dans l'usine, qui a droit à 2 mois de maternité, au bout de 1 mois, si elle ne reprend pas, elle est virée. On est d'accord? Elle est virée. Alors, lui donner 3 mois si elle est virée au bout de 1 mois, ce n'est pas la bonne solution. Donc il y a d'autres solutions, et je vous assure, et demander à la DSSP, à Mohamed Cheikh aussi était avec moi, la réunion des experts ce jour-là, au diplomate, au bout de 3 jours, c'était pas la priorité, je dirais pas la mauvaise, mais c'est pas la priorité, parce que sur le terrain, ce qu'on voit, c'est des femmes qui, au bout de 1 mois, les pauvres vont à l'usine, et leur patron, il les renvoie. Donc si tu leur donnes encore un droit de 1 mois supplémentaire, tu sais très bien que je suis pour la défense des femmes, je suis un peu féministe dans mon... Mais il faut être réaliste de la situation du pays. Voilà, j'ai un peu titillé. Je te laisse le soin de répondre si tu veux. Vous savez que vous allez réagir là-bas. Je vous ai provoqué. Je crois que je n'ai pas besoin de... Vous allez défendre... Je ne défends rien du tout. Alors, le taux de 13%, je rejoins un professeur Douhaji, m'inquiète beaucoup. Allez,
À la khâter, quand je vois que les femmes en prénatal, 80% des femmes en prénatal sont vues par les sages-femmes اللي في كل حومة ثم dispensaire. يعني لو شيفر هذا ما يمشيش مع بعضه الحقيقه، يعني كي يقول انا 80% دي فام عندهم على الاقل اكثر من 4 كونسلتاسيون اون بريناتال، تشوفهم لي ساج فام. وفي البروغرام ناسيونال ثم لاليتمون، ديجا في البروغرام ناسيونال دو بيريناتاليتي ثم لو فولي تاع لاليتمون ماتيرنيل. الحقيقه معناها 13% سي شوكون، وثم امايون كي مونك لا دون معناها ما فهمناهش معناها وين الغلط في لي ستاتيستيك ولا اللي عمل ليتود، والا الغلط في الناس، ولا ثم حاجه اقوى من الحاجات اللي نحن قاعدين نعملوا فيهم. يعني لي ساج فام elles sont en train de former les femmes en prénatal pour l'allaitement. Les sages-femmes dans les maternités ou dans les cliniques, c'est les sages-femmes qui s'occupent, qui marquent le professeur Douhaji. Les médecins, ils sont trop pris, donc ils peuvent pas le faire. C'est aux sages-femmes de le faire et elles le font. Mais c'est un grand point d'interrogation. Allez, on est à 13%. Il y a ثم حاجة غلطة. Voilà. Je réponds tout de suite à sa question, c'est mieux, comme ça je ne dirai pas. Pour le chiffre 13%, juste une constatation que je viens de faire. Pour ne pas citer les lieux, on n'a pas besoin de ça, mais j'étais dans le cadre du programme de la semaine dernière dans un endroit, pour ne pas le reconnaître, où j'ai demandé de ramener une femme enceinte pour la parentalité positive, parce qu'on fait des pratiques réelles. Donc, et ils ont ramené une femme qui consulte là-bas. Oui, c'est notre cliente. Donc, on lui a parlé l'aspect parentalité positive. Puis, j'ai vu que personne n'a parlé de l'allaitement. Je lui ai dit, est-ce que vous savez que dès la naissance, il faut réclamer aux professionnels de vous mettre le bébé sur le ventre, peau à peau, etc. Elle m'a dit non. Et j'ai regardé la sage-femme qui était devant et c'est elle qui la prenait en charge. Elle m'a dit non, pas encore. On n'a pas encore fait. Et ça répond à votre question. C'est écrit sur les manuels de la DSSP, le programme national de périnatalité, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que l'application de ce programme-là se fait à la lettre et de façon rigoureuse, systématique, etc., etc. Donc, partout le personnel, c'est aussi la question à poser. Et puis, est-ce que la formation est régulière? Tout à l'heure, j'ai insisté sur la formation et l'évaluation de cette formation. On peut faire une formation qui date de je ne sais pas combien d'années, et d'ailleurs même cette initiative Hôpitaux Amis des bébés, le label a une durée bien précise. Il faut réévaluer et réévaluer. C'est ça le travail de qualité. Ne pas de se contenter d'une information qui date de combien de temps. Donc, former, recycler, si on parle de recyclage, et c'est un travail continu, et l'évaluation des pratiques du professionnel sur terrain. D'ailleurs, c'est ce qui se fait au Canada. Pour la qualité des prestations, on ne parle pas, on fait des formations, c'est certain, mais on étudie les dossiers et on voit les pratiques cas par cas, pour que la personne mérite de rester dans le système, où on lui dit allez-y, faites votre formation ou à la refaite, etc. Puis revenez parce que là, ce n'est pas tout à fait les pratiques qu'on vous demande de faire. Ça, c'est une évaluation des pratiques des professionnels. Merci beaucoup. Moi, c'est Dorian Chamambé, je travaille à l'UNICEF. Donc, pour rejoindre un peu l'intervention du docteur Aouda, je voudrais dire que nous, on conseille généralement de contextualiser les programmes, c'est-à-dire hôpital ami des bébés, on peut le faire en Tunisie en fonction des réalités tunisiennes. Il ne faut pas forcément importer totalement un programme pour le mettre en œuvre dans un espace parce que les réalités sont différentes. Donc, c'est de cette manière également qu'on met en œuvre ce programme de parentalité positive sur 4 sites pilotes qui sont différents, mais avec des réalités qui sont celles de la région dans laquelle on met en œuvre le programme. Donc, lundi dernier, avec le ministère de la Femme, Famille, Enfance,
on a eu à signer une convention avec l'association ANEN, qui fait la promotion de l'allaitement maternel. Et l'une des choses sur lesquelles on voudrait vraiment travailler, c'est de travailler justement sur ces législations-là. Il n'est pas admissible que dans un pays, il y ait un corps, le privé, qui a sa législation par rapport au congé de maternité et qui soit différent dans un autre corps si on travaille dans le public. Donc, il faudra voir comment on peut harmoniser pour que la femme qui travaille dans un secteur privé ou public ou parapublic bénéficie des mêmes droits lorsqu'elle est dans sa maternité. Pourquoi est-ce qu'on recommande d'augmenter le temps de congé de maternité? Parce qu'on sait déjà qu'au niveau de l'échelle mondiale, on est pratiquement à 12 semaines. En Tunisie, on est un peu en dessous, on est à 8 semaines. Donc, donner un peu plus de temps, c'est également donner un peu plus de temps particulier à la mère et à l'enfant. Mais à côté de ça, étant donné que l'allaitement exclusif est recommandé jusqu'à 6 mois, c'est d'aider toutes les institutions à avoir des espaces pour la tétée, mettre en place des mesures qui ne vont pas défavoriser la femme. Parfois, une femme est souvent réduite ou bien contrainte de faire quoi? Il faut aller en mission, il faut voyager. Elle, parce qu'elle a un bébé, d'office, elle n'y pense même pas. Mais on va voir d'autres structures qui mettent en place des mesures pour que la mère et l'enfant puissent être ensemble, même quand la femme continue son travail. C'est pas impossible, mais petit à petit, on pense que en mettant en place des mesures qui ne fragilisent pas la femme dans son rôle de faire l'allaitement exclusif, on va pouvoir aider la femme, la famille, la communauté et surtout le bien-être de l'enfant, parce qu'on l'a remarqué, les enfants qui prennent exclusivement le lait ont plus de défense, ont plus d'avantages que les enfants qui sont très vite mis à l'allaitement par le lait commercialisé, je ne veux pas dire artificiel. Donc vraiment, nous encourageons, aujourd'hui nous avons des sages-femmes, on a des gynécologues, on a des acteurs qui sont sur le terrain. On doit commencer depuis le début, on doit commencer dès le moment où la femme est en contact avec les professionnels de la santé pour la sensibiliser et pour l'aider. Et on a beaucoup de supports aujourd'hui qu'on a développé au niveau de l'UNICEF et qu'on met à disposition. Par exemple, au centre de Mélassine, dans la salle d'attente, aujourd'hui, on préfère mettre des vidéos sur l'allaitement maternel, sur le contact entre l'enfant et ses parents, l'environnement, au lieu de mettre des dessins animés. Donc, voilà aussi des moyens de communication qu'on est en train de mettre en place pour inciter et pour déjà avoir cette attention-là très vite. Donc, je vous remercie. Je peux, par rapport à la question soulevée par Mohamed, relative à l'initiative Hôpitaux Amis des bébés, il n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit, cette initiative-là? Il y a 10 conditions à pratiquer en prénatal, donc préparer la femme enceinte à pratiquer l'allaitement dès la naissance et entre autres à commencer juste sur la table de travail. Bien sûr, toujours pour un accouchement simple, normal, etc. Enfant bon terme santé, etc. Donc, imaginez que cette sage-femme-là, si on va mettre pour chaque accouchement une sage-femme qui maîtrise le contenu allaitement et tout le reste ne domine pas la question. Parce que le tout, c'est une question de savoir, franchement, c'est une question de connaissance. Où je suis outillée et j'ai les informations scientifiques nécessaires pour pratiquer une chose, donc là, je vais la pratiquer. Mais si je ne suis pas outillée, normalement, je ne dois pas donner mon avis. Et là, imaginez que le gynécologue, l'interne, le résident, donc intervient et lui dit, le bébé crie, il n'arrête pas de pleurer, donnez ceci, cela, voilà, donnez-lui de sérum glucosé, voilà. Donc il va tout mettre, il va tout bloquer l'intervention de ça. Au contraire, moi je travaille avec l'OMS la question de l'allaitement depuis 2004. Et au contraire, on est même allé à former même les ouvriers des hôpitaux. Pourquoi? Parce que l'ouvrier qui va voir, bien sûr, chacun, selon ses dimensions, selon ses compétences, on lui donnera les notions nécessaires pour qu'il soit convaincu de la mission. C'est une mission, en fait.
Donc, imaginez l'ouvrière qui voit la dame justement mettre le biberon dès qu'elle est là. Il y a des gens qui exigent des mères de venir avec leur affaire, dont un biberon et une tasse, une boîte de lait. Donc, c'est des recommandations du personnel de la santé. Donc, comment on peut promouvoir l'allaitement si tout le personnel n'est pas au même degré de mission, de tâche et de volonté, d'action? Donc, il faut que tout le monde soit informé. Peut-être vous allez mettre quelqu'un spécialement. Je pense que tu m'as pas compris. De le faire, bien sûr. Je pense que tu m'as pas compris. Je t'ai laissé développer, mais je vais te répondre. Tu n'as pas saisi. Non, c'est pas la nuance, mais ce que je dis, quand je dis qu'il y a au Canada, par exemple, ils ont développé cette fonction-là, j'ai pas dit que c'est cette dame-là qui va faire tout. Ça va de soi que tout ce que tu es en train de dire doit exister, mais il doit y avoir un responsable qui va coordonner, qui va elle-même être la formatrice de toutes les sages-femmes, des ouvrières, des infirmières. Donc vous avez sûrement pas. Un référent allaitement. Voilà, vous n'avez pas saisi. Je ne veux pas dire qu'il n'y a qu'une. Non, une responsable qui est chargée. Elle va pas passer quand même 8 heures. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Une sage-femme ne va pas passer 8 heures à faire l'allaitement. Donc elle a son rôle, et pendant les 7 heures qu'elle fait, elle doit justifier une activité, et cette activité, c'est la formation de tous les internes, les résidents, les chefs-service et tout. Donc, vous avez un peu... Oui, mais il y a un référent par service pour la maternité, pour le truc. Ça va de soi. Quand vous mettez un chef-service quelqu'un qui domine, je sais pas moi, une intubation, je ne veux pas dire c'est que lui, mais lui va être chargé de former. Donc je rectifie, c'est laissé développer, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Donc, pour la première. Pour la deuxième, si tu permets, pour la deuxième, c'est sûr que pour les amis bébés, je suis tout à fait d'accord. J'ai dit qu'il faut adapter à nos réalités, et on peut les prendre les 10 points. Et je peux t'assurer qu'ils sont les 10. Il faut pour avoir, c'est 10 ou 0, hein. Donc, on pourra pas. Et ceux qui, peut-être les gynécologues, les jeunes résidentes qui sont passés par l'hôpital militaire les années qui précèdent, je pense avoir été le seul service où la publicité est interdite carrément. Il n'y a aucune affiche. Donc, avant de se projeter dans des nouvelles lois, de nouvelles attitudes, appliquant ce qui existe. Madame parle des espaces à partir de 50 personnes, on doit avoir une crèche. Pourquoi on ne travaille pas sur ça? C'est-à-dire que dans un hôpital, quel qu'il soit, il y a plus que 50 femmes. Oui, alors pourquoi il n'y a pas une crèche? Ça, c'est quelque chose qui existe dans la loi, qu'il faut mettre en œuvre. Alors, rajouter des lois sur les lois, sans faire les lois qui sont excellente. Moi, je trouve que maintenant, hop, on fait un truc, on rajoute le 3e mois. Ça fait plaisir à tout le monde, hein. Médiatiquement, c'est excellent. Si je sors aux médias dire ça, on va m'insulter. Mais réellement, on sait très bien que la loi n'est pas appliquée, madame, pour le privé et public, les gens qui sont dans cette situation-là. Personne ne les défend. Alors, commençons à les défendre. Qu'elles aient leurs 2 mois, au lieu de leur rajouter un 3 mois, où ce sera du populisme. Donc, vous voyez que c'est pas aussi facile que ça. Et pour les zones pilotes dont vous parlez, je souhaiterais, et sûrement que on aura une réunion avec l'UNICEF. Pour ceux qui sont là, moi j'ai changé de casquette, je dirige plus un service de néonat, je dirige l'Office national, et donc je suis en plein dans tous ces sujets-là. Et donc on discutera ensemble. Et moi, je suis, comme je l'ai dit hier au Global Fund, c'est un peu dans le même. C'est bien de parler en effet, qu'est-ce que vous avez obtenu, évaluons ce qui a été fait. Et donc rester sur, on a fait 4 trucs pilotes. Je suis un peu critique comme mes habitudes, mais c'est critique pour essayer d'aller plus loin. Donc voilà, je vous rectifie les 3 points. 1. La sage-femme, c'est une référente qui encadre, qui forme, qui. Et donc, tout le monde doit être formé de l'entrée. La deuxième, c'est appliquer la loi. Ça, je pense que les lois existent.
Et troisièmement, intéresser le partenaire, c'est très important. Une anecdote, vous savez que cette période, on enchaîne mois contraception, mois cancer du sein, allaitement, VIH, ça vous concerne les gynécos, et femmes agressées. C'est un peu les 5 événements actuellement. Et je suis parti à l'ENA dans le cadre du cancer du sein. Je fais un peu de gynéco maintenant. Et la directrice m'a été excellente. C'était une excellente école. Hein. J'ai été ébloui par ce que j'ai vu. M'a dit les hommes, les étudiants ont aidé leurs collègues à avoir de l'argent pour organiser cette activité. Et ils seront avec nous. Non, c'est uniquement les femmes. Mais c'est eux le très bon relais. Et à ma demande, il y a eu les jeunes qui sont arrivés en cravate et costume. Et je vous assure que c'est agréable d'être là-bas. Parce qu'il faut, que ce soit dans l'allaitement, que ce soit dans pas mal d'autres activités, intéresser encore plus le conjoint. Parce que ce que j'ai dit aux jeunes, le cancer de sein, ça peut être votre ami, votre femme. Vous allez la rejeter, mais quand vous êtes formé, vous allez la suivre. Ça peut être votre sœur, ça votre mère. Donc vous êtes aussi un acteur. Donc il faut que tous on soit des acteurs. Il n'y a pas de tâche personnelle. Voilà, merci. Je pense que je vais passer la parole à Madame pour conclure. Mais elle n'a pas beaucoup parlé avec moi. Donc merci beaucoup pour le choix de parler ce jour après une longue journée de la rupture prématurée de membrane, de parler aussi de l'allaitement maternel, qui constitue un carrefour pour tous les agents de la santé, pour les gynécos, les sages-femmes, les médecins généralistes et les pédiatres néonates, et pour l'UNICEF et l'OMS. Donc c'est intéressant d'écouter les autres, et on sait que l'allaitement maternel exclusif est une nécessité surtout dans les 3-4 premiers mois. Ça a été prouvé par la littérature, donc je ne parle pas pour ça, mais c'est intéressant aussi de les rappeler, surtout dans nos jours où tout le monde doit courir derrière le khobza. Donc, de faire le choix entre gagner plus pour nourrir ces autres enfants, surtout dans notre population africaine. Je disais tout à l'heure à mon maître, la particularité des pays africains, on a une famille nombreuse, en moyenne 5 à 8, parfois 13 enfants. Donc, si on est chaque 2 ans ou chaque année et demie, on a un enfant à l'été, on va perdre pratiquement le tiers ou le quart de l'année. On n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, on doit gagner de l'argent et aussi gagner notre famille. Donc, c'est un équilibre difficile. Donc, il faut s'adapter à ces conditions. On va gagner en allaitant, c'est un investissement pour dépenser moins pour la maladie. Tout à fait. Et tout ça. Tout à fait. Merci, c'était enrichissant et on veut bien continuer, mais la contrainte, c'est le temps aussi. Merci à vous.